Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine pourrait être capable de produire 5 milliards de doses de vaccins anti-Covid-19 par an. Des responsables de la Commission nationale de la santé affirment que le pays en fabriquera déjà 3 milliards dès 2021. La Chine exprime son mécontentement envers le chef de l'OMS pour ne pas avoir abandonné la théorie d'une fuite de laboratoire. Selon plusieurs experts chinois, cette théorie est jugée hautement improbable. La conférence annuelle du Forum de Boao se conclut avec un consensus sur la lutte contre la pandémie. L'événement qui fêtait son 20e anniversaire cette année a attiré plus de 2600 participants. L'Australie rompt un contrat avec la Chine sur la route de la soie, un accord jugé incompatible avec sa politique étrangère et contraire à ses relations extérieures. Comment la nouvelle zone de Putong pourrait devenir une plaque tournante pour l'innovation technologique? Un cluster industriel de fabrication de pointe comprenant 6 grandes industries verra le jour selon les responsables locaux. Le chiffre d'affaires de Pernod Ricard rebondit. Poussé par la Chine, le chiffre d'affaires du groupe a rebondi de plus de 12% au troisième trimestre. 5 milliards de doses anti-Covid-19 par an, voilà ce que la Chine est quasiment capable de produire chaque année, selon Zheng Zhongwei, directeur du centre de recherche de la Commission nationale de la santé. Ce chiffre devrait être atteint prochainement, une production très importante qui s'avère utile dans la lutte mondiale contre la pandémie. Avec sa capacité de production annuelle dès à présent proche de 5 milliards de doses de vaccins contre la Covid-19, la Chine pourrait en fabriquer 3 milliards dès 2021. C'est ce qu'a déclaré mardi un responsable de la Commission nationale de la santé lors d'une session parallèle du Forum de Boao pour l'Asie. Zheng Zhongcheng, directeur du Centre de recherche et développement en sciences et technologies médicales, a déclaré lors de la conférence qui se tenait dans la province de Henan dans le sud de la Chine qu'après l'épidémie du coronavirus, le gouvernement chinois a immédiatement mis en place un groupe de travail pour coordonner la recherche sur les vaccins anti-Covid-19. À l'époque, 12 vaccins dans les 10 établissements de recherche scientifique du pays ont été sélectionnés. Bien que rapides, les normes d'examen et d'approbation des vaccins en Chine ne sont en aucun cas inférieures à celles des États-Unis et de l'Union européenne, a déclaré Zheng Zhongcheng. La Chine a promis de promouvoir le vaccin chinois contre la Covid-19 en tant que bien public mondial, de manière à ce qu'il soit disponible et abordable pour les habitants des autres pays, de sorte que le pays fournisse plus de vaccins au monde au cours du prochain semestre, par le biais de mécanismes bilatéraux et multilatéraux. Et toujours dans l'actualité Covid-19, la Chine a exprimé son mécontentement à l'égard du directeur général de l'OMS. En effet, ce dernier a déclaré qu'une enquête plus approfondie était nécessaire sur l'hypothèse d'une fuite de laboratoire, des propos jugés irresponsables et faux par certains experts chinois. Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré qu'une enquête plus approfondie était nécessaire sur l'hypothèse d'une fuite de laboratoire comme étant à l'origine de la pandémie de Covid-19, alors que la théorie avait été jugée extrêmement improbable par l'équipe conjointe d'experts OMS-Chine. Dans une tribune publiée mardi dans un journal de la province chinoise du Hubei au centre de la Chine, le Hubei Daily, un expert chinois anonyme qui a participé à l'enquête de l'équipe conjointe OMS-Chine sur les origines du virus, s'est dit surpris et insatisfait des propos du directeur général de l'OMS, allant jusqu'à les qualifier d'irresponsables. Un autre expert de l'équipe qui lui aussi n'a pas souhaité être identifié a prétendu dans une précédente interview exclusive avec le Global Times que les experts chinois avaient remarqué une pression politique palpable sur les experts internationaux de l'équipe, sans préciser de quelle partie cette pression aurait pu provenir. Wang Yebin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a quant à lui souligné lors d'une conférence de presse de routine mercredi que le rapport avait été coécrit par plus de 30 scientifiques de haut niveau et qu'il était donc largement représentatif et jouissait d'un haut degré de professionnalisme. L'équipe conjointe d'experts a mené son enquête et a déposé le rapport de manière indépendante, a-t-il ajouté, soutenant que l'équipe avait suivi les procédures de l'OMS et avait adopté une méthodologie scientifique, déposant un rapport scientifique faisant autorité.
La conférence annuelle du Forum de Boao pour l'Asie s'est achevée mercredi dans la province insulaire de Hainan. Un consensus bâti sur la collaboration pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et renforcer la gouvernance mondiale a été trouvé. L'événement qui fêtait son 20e anniversaire cette année a attiré plus de 2600 participants. Une conférence annuelle du Forum de Boao pour l'Asie s'est conclue mercredi dans la province insulaire de Hainan au sud de la Chine, avec un consensus bâti sur la collaboration pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et renforcer la gouvernance mondiale. La conférence de 4 jours à Boao, ville côtière de Hainan, a attiré plus de 2600 participants, dont des représentants gouvernementaux, des entrepreneurs et des universitaires venant de plus de 60 pays et régions. Cette année marque le 20e anniversaire du Forum de Boao pour l'Asie sur le thème « Un monde en changement, unir les efforts pour renforcer la gouvernance mondiale et promouvoir la coopération de la ceinture et la route ». La conférence de cette année a répondu aux 2 dernières préoccupations des pays et des régions d'Asie et a fourni une plateforme importante aux différentes parties pour discuter des moyens d'améliorer la gouvernance et la coopération mondiale. Le secrétaire général du FBA, Li Biaodong, a déclaré que la conférence avait permis d'obtenir des résultats positifs et de bâtir un consensus pour lutter ensemble contre la pandémie et renforcer la gouvernance mondiale. La conférence a également appelé au maintien du multilatéralisme et au renforcement de la communication et de la coordination et a exploré les moyens de relancer l'économie mondiale et de promouvoir le développement commun. Le FBA, fondé en 2001, est une organisation internationale non gouvernementale et à but non lucratif, engagée à promouvoir l'intégration économique et le développement durable en Asie. Et restons dans l'actualité internationale. En Australie, l'État de Victoria a décidé de rompre l'accord sur la nouvelle route de la soie passée avec la Chine. Celui-ci est jugé incompatible avec sa politique étrangère et contraire à ses relations extérieures. L'Australie a décidé de révoquer l'accord passé par l'État de Victoria concernant le méga-projet de Pékin, le jugeant incompatible avec sa politique étrangère. La ministre des Affaires étrangères, Marise Payne, a fait usage de nouveaux pouvoirs pour annuler cet accord conclu en 2018 par le gouvernement de cet État avec Beijing, estimant qu'il est incompatible avec la politique étrangère de l'Australie ou contraire à nos relations extérieures, a-t-elle affirmé. En 2020, Canberra a adopté de nouvelles lois considérées comme visant la Chine et permettant notamment d'annuler tout accord, considéré comme représentant une menace pour l'intérêt national entre les représentants d'un État australien et des pays tiers. La ministre des Affaires étrangères Marise Payne a affirmé mercredi que le gouvernement fédéral passerait outre la décision du gouvernement de l'État de Victoria de prendre part au projet de route de la soie qui vise à cimenter les liens commerciaux entre la Chine et ses principaux clients. Il est vu par ses détracteurs comme un moyen pour Beijing de peser sur le plan géopolitique et financier. Selon la constitution australienne, le gouvernement fédéral est responsable des affaires étrangères. Les relations bilatérales ont commencé à se détériorer en 2018 lorsque Canberra a exclu le géant chinois des télécoms Huawei de la construction de son réseau 5G au nom de la sécurité nationale. Elles se sont depuis encore tendues lorsque le Premier ministre australien Scott Morrison a appelé à une enquête internationale sur les origines de l'épidémie de Covid-19. La Chine a pris l'an dernier toute une série de mesures de rétorsion économique à l'encontre de plus d'une dizaine de produits australiens, notamment l'orge, le bœuf et le vin. Il y a quelques semaines, nous vous parlions de Maxime Vivas. Cet écrivain et journaliste français avait pris la parole pour dénoncer les accusations de travail forcé au Xinjiang qu'il jugeait injustifiées. Une prise de position impopulaire qui lui a valu des pressions et des menaces. Aujourd'hui, Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a tenu à lui exprimer son soutien. Début mars, un écrivain et journaliste français du nom de Maxime Vivas prenait la parole pour dénoncer les accusations de travail forcé au Xinjiang, selon lui injustifiées, alors que la polémique prenait de l'ampleur dans le monde entier. Certaines marques comme H&M ou Nike décidant même de suspendre les importations de coton au Xinjiang. Mais à la suite de sa prise de parole sur CGTN, par exemple, l'écrivain a fait l'objet de pressions publiques et de menaces sur les réseaux sociaux. Mardi, le ministère chinois
des Affaires étrangères a exprimé son soutien à Maxime Vivas pour son courage, dit-il, le félicitant également pour son ouvrage Ouïghour pour en finir avec les fake news, basé sur ses 2 visites dans la région autonome de Xinjiang dans le nord-ouest de la Chine en 2016 et 2018. Ce livre décrit ses observations concernant les efforts du Xinjiang en matière de lutte antiterroriste ainsi que le développement de la région. Dans ce livre, il affirme également qu'il n'y a pas de camp de concentration au Xinjiang et que le soi-disant génocide au Xinjiang n'existe pas. Et justement, partons au Xinjiang à la rencontre de Yang Zhongzong. La mission de ce botaniste au quotidien est de trouver et de cataloguer toutes les espèces de plantes du Nord Xinjiang. Jusqu'à présent, il a recueilli 10 000 à 20 000 spécimens, comme vous allez le voir dans ce reportage. Tian Shan est le paradis des botanistes. Et Yang Zhongzong ne peut en avoir assez. La mission du bénévole est d'enregistrer et trier toutes les espèces. 在别人看来是一件非常特别的爱好，但是在我看来，我觉得是研究了最普通的美好。在野外当中去发现到想要寻找的植物的时候，是非常特别的一种激动。目前为止，我大概采集了新疆北部的植物标本有1到2万份左右。大自然当中，植物是最常见的，但是它恰恰也是点缀大自然最美的色彩。每一份标本，它又饱含着每一种植物的全部的信息，从它的形态到它的基因，包括环境的变化，都可以从标本上去获得。不同的时节可以看到不同的花，每一种植物在它的背后也都隐藏着它存在的意义。天山南北的植物差异其实是非常大的，各有各的植被类型的这种特色。其实植物的生长是最受环境影响的，气候的变化，每年的物候，其实都是植物的生长状况在默默地记录着这些数据的变化。所以在表面看来，一个普通的植物，其实它有它存在的科学价值与它在生物链当中的重要的意义。大自然是一个完整的生态链，那么每一个物种在生态链当中，它都有它独特的地位、重要的作用。每一种植物它其实含有一个完整的基因库，那这个基因库相对于其他物种来说是独一无二的。有一些植物呢，它有特定的传粉者，就是包括动物、昆虫给它授粉。那么昆虫、动物从它的这个植物体当中获得自己所需的一些回报，因为植物是人生活一切基本，只有把植物的资源保护好，可持续去发展，我们人类才不会资源枯竭。其实保护植物就是保护自己，保护人类的根本。植物消失了，等于这些动物和昆虫也没有吃的了，没有食物了，中间的一系列的生态相互的作用都会受到影响。我们研究植物其实非常的辛苦，是一个系统化的一种方法。我们要去采集标本，要制作标本，要查阅各种各样的书籍。一个标本从采集到成型，最起码要1到2周。如果很难干燥的植物，大概要1-2个月以上。我发现，其实，在新疆的山区，分山育林，包括草地，也不让过度放牧，野外的植被恢复是非常不错的。我就发现，其实新疆的植物是非常丰富的，所以到野外去，我就想把书上记载的每一种植物都见到，真正的看到它是在野外中是什么样子，它有什么样的特点，包括它的一系列的生物学的特性，我都想去研究。这几年我们也不断的在发现一些新的物种，这说明其实，在很多区域它还是空白的，人还是没有去到达，可能有更多的发现等着人类去与它相遇。所以慢慢的积累材料多了，我就发现，其实家乡的资源真的是一个宝库，而且这个宝库还并没有填满，它还有很多大门没有打开。不断的有新的发现的时候，我就更热爱这片土地。我希望把这些标本能够很好的保存好，然后当我不在了，这些标本
甚至100年之后，还有人能够用它去获得一些信息。 Elle pourrait devenir une plaque tournante pour l'innovation technologique dans les prochaines années. La nouvelle zone de Pudong, déjà très dynamique, devrait connaître de nouveaux changements. Selon les responsables locaux, un cluster industriel de fabrication de pointe comprenant 6 grandes industries verra le jour dans les prochaines années, ce qui devrait accroître encore un peu plus l'influence économique de la ville de Shanghai. La nouvelle zone de Pudong, la pièce maîtresse de la réforme et de l'ouverture à Shanghai, devrait être une plaque tournante majeure pour l'innovation technologique et la poursuite de l'ouverture. C'est ce qu'ont annoncé le 21 avril des responsables locaux. Selon un plan qui vient d'être annoncé, un cluster industriel de fabrication de pointe comprenant 6 grandes industries essentielles dirigera le développement futur de Pudong. Une chaîne industrielle complète de fabrication de puces qui sera mondialement compétitive sera mise en place à Pudong avec une production annuelle atteignant 350 milliards de yuan, soit environ 53 milliards de dollars d'ici 2025. La production de médicaments innovants devrait quant à elle atteindre 200 milliards de yuan d'ici 2025, tandis que celle de l'industrie nationale de l'aviation civile commerciale atteindra 50 milliards de yuan. D'ici la fin de 2025, Pudong abritera plus de 8000 entreprises de haute technologie, comme prévu par le plan, pour mieux nourrir l'entrepreneuriat. Il y aura aussi 200 incubateurs à Pudong d'ici 2025. En attendant, un système d'investissement technologique complet sera mis en place dans la région pour donner un rôle plus important aux sociétés de capital risque et aux banques afin que davantage d'entreprises technologiques basées dans la région puissent entrer en bourse. L'ouverture de haut niveau sera une autre caractéristique du développement de Pudong au cours des 5 prochaines années, qui vise à faire de la zone un centre mondial d'allocation des ressources. L'ouverture systématique et qui permettra de mieux relier les règles nationales et internationales devrait être approfondie pour aider Pudong à acquérir un avantage plus compétitif sur le marché mondial. Le secteur financier jouera quant à lui un rôle clé dans l'allocation des ressources dans le monde entier. À cette fin, jusqu'à 1250 institutions financières titulaires de licences bancaires ou de valeurs mobilières opéreront à Pudong d'ici 2025, ce qui représente les 2/3 du total de la ville. La région abritera également 150 sociétés internationales de gestion d'actifs et 15 sociétés fintech de premier plan. Et pour terminer ce journal, restons dans le domaine économique avec Pernod Ricard, l'entreprise française spécialisée dans la fabrication et la distribution de vins et de spiritueux, a vu son chiffre d'affaires bondir de 12% au 3e trimestre, profitant notamment d'un net regain en Chine. Le chiffre d'affaires de Pernod Ricard a rebondi de plus de 12% au 3e trimestre de son exercice décalé 2020-2021, profitant d'un net regain en Chine, mais l'activité reste en deçà de son niveau d'avant la pandémie de Covid-19. Malgré tout, le groupe s'attend à une accélération des ventes au 4e trimestre. De janvier à mars, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,955 milliards d'euros, en hausse de 12,6% sur un an. Hors effet de périmètre et de change, il se redresse même de 19,1%, gonflé par les ventes réalisées à l'occasion d'un excellent nouvel an chinois. Avant la crise sanitaire, Pernod Ricard avait engrangé 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur la période janvier-mars 2019. L'activité la plus en souffrance reste la vente de spiritueux dans les aéroports, en raison du coût de frein sur les déplacements engendrés par la pandémie, moins 50% sur les 9 premiers mois de l'année, et ce en dépit d'une base de comparaison qui devient plus favorable. A l'inverse, le groupe salue les performances de son premier marché, les États-Unis, plus 6% sur 9 mois, hors effet de devise, et surtout la Chine, plus 34% à la même période. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.